One Good Trade de Mike Bellafiore. Ce bouquin-là, incroyable. Il y en a un autre qui est Trading in the Zone de Mark Douglas, incroyable. Il y avait aussi Best Losers Wins de Tom Hoogard, qui m'a vraiment, moi, ça m'a limite rassuré. J'ai passé des années à perdre de l'argent sur les marchés financiers et il y a un gars qui crée un livre qui dit en fait le meilleur perdant en fait il gagne. Et en fait c'était super intéressant parce que c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir mon aha moment, parce que j'ai pu réaliser qu'en fait toutes les fois où tu as perdu, en fait c'est juste de la data pour se dire qu'en fait tu connais toutes les manières où ça ne fonctionne pas. Celui qui est parvenu à mieux investir en lisant des bouquins et en apprenant l'anglais en profondeur, c'est Kyle. Âgé de 26 ans, Kyle investit depuis qu'il a quitté les bancs de l'école secondaire. Après quelques expériences ratées, il décide de revoir de fond en comble sa manière d'investir jusqu'à apprendre l'anglais de façon poussée pour ne rater aucune miette de ce qui se dit et se fait à Wall Street. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast de l'Écho qui rencontre chaque semaine celles et ceux qui investissent en bourse. Dans ce nouvel épisode de Tracker, Kyle va nous expliquer ce qu'il a mis en place pour devenir, comme il le dit, un meilleur investisseur. Nous aurons aussi l'occasion de jeter un œil à son portefeuille, très pondéré en actions américaines. Un professeur d'université nous éclairera également dans cet épisode sur les manières qui existent pour bien se former au marché, à l'heure où l'auto-formation, les réseaux sociaux ou encore YouTube sont fortement plébiscités par les apprentis boursicoteurs et non sans risque. Un petit mot aussi de notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'Écho qui a accueilli le mois dernier son 5 millième membre. Ce groupe est un espace de discussion entre les auditeurs de notre podcast et les personnes intéressées par l'investissement. À la fin de ce podcast, Kyle posera même une question très pertinente à destination des Traqueurs de l'Écho. Mais avant cela, il se replonge dans ses souvenirs de jeunes, voire de très jeunes adultes, pour nous expliquer comment tout a commencé. J'ai commencé à m'intéresser à l'investissement et à ce monde en 2017. J'étais tout fraîchement sorti des secondaires, donc j'avais mon CESS en poche. Quand j'ai voulu m'intéresser au trading, j'ai vu que la plupart des formations qui m'intéressaient étaient, du coup, en français, étaient payantes. Et moi, j'avais envie de passer par des moyens un peu plus faciles, notamment YouTube. Et la plupart des conversations où je trouvais qu'il y avait de la qualité et pas mal d'interactions, en tout cas dans les commentaires, c'était en anglais. Et avec mon niveau d'anglais de l'époque, j'ai bien compris que j'avais une barrière. Il y avait certains termes qui étaient compliqués. C'était une sphère que je connaissais pas du tout. Il faut savoir que j'ai étudié en biomédical, en sciences paramédicales en secondaire. Donc j'arrive d'une sphère médicale dans une sphère financière. C'est des autres termes. Ouais, c'est un autre vocabulaire. C'est un autre vocabulaire. Et en anglais. Et au début, j'ai quand même combattu ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, il n'y a pas de souci, je vais trouver un moyen de trouver ça en français. Donc j'ai trouvé des formations en français. Sauf que j'ai réalisé, de par les résultats que je faisais sur mon portefeuille et sur mes investissements, que ce n'était pas qualitatif. Et qu'il fallait que je trouve vraiment un moyen d'avoir accès à ces informations qualitatives. J'ai pu rencontrer une personne qui proposait une formation à 1000 pounds à l'époque et qui parlait anglais, mais il était vraiment motivé à ce que j'apprenne, au point où il m'a proposé d'engager une traductrice qui pourrait me traduire les informations, parce que j'ai trouvé ça super sympa. Au final, j'ai pas pris cette formation parce qu'on m'a proposé encore une fois une formation un peu moins chère, qui était du coup de 250 €. Et là, tu m'avais expliqué, pour faire ces formations, t'es des jobs étudiants. Exact. C'est ça. Donc, en gros, même pour la formation à 1000 €, c'était très simple. J'avais envie d'apprendre. Je savais qu'il n'y avait pas de problème pour moi d'investir dans ma formation. Pour moi, c'était logique. J'ai envie d'avoir accès à des informations qui me permettent de générer des revenus. Tout comme je vais à l'université, je paye un Minerval pour avoir accès à des informations. La manière que je vais payer quelqu'un pour apprendre la même chose. Donc, c'était très simple. Je travaillais chez Deleuze quand j'étais petit. 1000 €, c'était 2 ou 3 mois de job étudiant. Je mettais ça de côté sans problème. J'avais pas de charge, donc je mettais ça de côté. Et quand on m'a proposé d'avoir la même chose au quart du prix, je me suis dit, je fais une bonne affaire. Sauf que j'ai réalisé qu'en effet, dans ce genre de milieu, quand c'est moins cher, généralement, il y a une raison. Et j'ai pu le constater. Les vidéos étaient en anglais sous-titré français. Donc, c'était assez compliqué pour moi. Donc, j'ai dû au moins regarder ces vidéos peut-être 5 à 10 fois.
et je ne passais pas à la prochaine vidéo tant que je n'avais pas compris la première vidéo. C'était très important pour moi. J'ai encore beaucoup de notes de cette époque-là. J'essayais de comprendre. Et on m'a dit, Kyle, tu vas sur Bloomberg, tu vas sur Forex Factory, sur Forex Live, tu lis et tu regardes un peu ce qu'il y a dedans. C'était du charabia. Je comprenais rien du tout. Je lisais, c'était en anglais. J'essayais de mettre sur Google Translate pour changer la langue. Je comprenais encore rien. Et en fait, c'était tellement compliqué que je me suis dit, en fait, Kyle, non, il faut que tu commences quelque part. Tu peux pas essayer de faire quelque chose qui ressemble ou tu peux pas passer par des raccourcis. Il faut que tu commences par la base. Et moi qui est quelqu'un qui a du mal avec les langues, donc notamment à l'école, quand je parlais de Deleuze, la raison pour laquelle je travaillais chez Deleuze, c'est parce que je devais apprendre le néerlandais. Donc j'arrivais pas à apprendre le néerlandais de manière traditionnelle, avec les cours sans problème. Donc j'ai décidé d'aller prendre un job étudiant à Ozenbeek Open et travailler en tant que caissier. Donc je savais que là-bas, on allait me dire « Goeiedag, bonjour », c'était quelques petits mots. Et j'avais vraiment forcé mes responsables à me parler en néerlandais et je voulais pas qu'on me parle en français. Et ça a été bénéfique pour moi parce que par après, maintenant, j'ai un bon niveau en néerlandais. Et j'ai décidé de prendre la même approche concernant l'anglais. Donc, je me suis intéressé à trouver un cadre où je pouvais apprendre l'anglais sans problème. Et encore une fois, par la grâce, j'ai pu apprendre l'anglais en travaillant chez Abercrombie & Fitch. Donc, c'était une entreprise 100% américaine où la plupart des employés venaient d'autre part. Et j'ai pu travailler mon anglais. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai juste passé par une autre entreprise qui est Apple. Et là aussi, j'ai pu perfectionner mon anglais de manière beaucoup plus technique. Et tout ceci, en fait, tout ce processus a pris du temps, mais c'était nécessaire afin que je puisse maintenant, en fait, comprendre ce que je fais, comprendre ce que je dis, déceler le vrai du faux. Parce que cette étape m'a aussi permis d'avoir accès à des informations beaucoup plus qualitatives que je pensais qui étaient seulement accessibles via des formations. Il y a des bouquins que j'ai pu lire où il y a des informations incroyables, des témoignages incroyables qui ont impacté ma manière d'investir actuellement. Oui, tu as des exemples d'ailleurs. Oui, notamment Market Wizard et One Good Trade de Mike Bellafiore. Ce bouquin-là, incroyable. Il y en a un autre qui est Trading in the Zone de Mark Douglas, incroyable. Il y avait aussi Best Losers Wins de Tom Hoogard qui m'a vraiment, moi, ça m'a limite rassuré. J'ai passé des années à perdre de l'argent sur les marchés financiers et il y a un gars qui crée un livre qui dit en fait le meilleur perdant en fait il gagne. Et en fait c'était super intéressant parce que c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir mon aha moment parce que j'ai pu réaliser qu'en fait toutes les fois où tu as perdu, en fait c'est juste de la data pour se dire qu'en fait tu connais toutes les manières où ça ne fonctionne pas. Et donc en fait tu as juste à supprimer tout ça et te concentrer sur ce qui fonctionne. Oui, c'est ça, on sent que d'une part ça t'a aguerri, tu ressors de ce travail-là mieux formé, mais aussi ça a augmenté ta curiosité. Oui. Parce que, en fait, je voyais, à chaque fois que je me dis, mais si j'avais su ça plus tôt, c'est à chaque fois et encore maintenant, allez, là, on est en 2025, j'ai encore des moments où je me dis, mais oui, ça fait sens. Et il y a même pire, il y a des choses qu'on m'a dit depuis très, très longtemps, des phrases toutes faites qu'on dit souvent, on va dire, dans les marchés financiers. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a des moments où je me disais, ok, mais ça veut dire ça, en fait, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est une question de risque. C'est même pas une question de gain. On est concentré sur les gains par rapport au marché, alors qu'on devrait être concentré sur le risque. Je suis plus certain, entre guillemets, d'avoir des risques que d'avoir des gains. Donc, pourquoi est-ce que je n'essayerais pas de manager mon risque? Mais tout ça encore est arrivé par les informations que j'avais en anglais. On l'entend, Kyle privilégie les formations ponctuelles, surtout sur Internet, et la lecture d'ouvrages sur la bourse et le trading, pour parfaire son apprentissage des marchés. Dans la série Tracker, nous avons déjà rencontré des investisseurs qui ne jurent que par l'auto-formation et avancent par essai-erreur. Nous sommes allés à l'Université libre de Bruxelles pour rencontrer Hugues Pirotte, professeur de finance à la Solvay Brussels School, et on lui a demandé si la manière dont Kyle a appris à investir est à recommander. Première question toute simple, est-ce que l'anglais est indispensable pour investir en bourse ? L'anglais est clairement, je pense, et là je rejoins votre participant, Kyle, l'anglais est nécessaire, ne fût-ce que du fait que beaucoup du jargon qui est utilisé est anglophone d'origine. Donc même si on s'exprimait dans d'autres langues, en finance, on finit souvent par parler du franglais parce que beaucoup des termes qu'on utilise sont des termes parfois techniques ou des termes
plus court que les gens ont l'habitude de manipuler. Et donc c'est vrai que cela peut aider de se former en anglais. Et dans la discussion qu'on a eue avec Kyle, il insistait sur le fait que la qualité des formations en anglais était bien meilleure. Toutefois, que ce soit en français ou en anglais, il était beaucoup plus dirigé vers les formations qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, et il se retrouvait quand même à se former très seul. Alors, quels sont les risques pour un jeune investisseur de se former seul ou via des formations qu'on appellerait un petit peu plus obscures? Alors, plusieurs choses d'abord sur la langue. Il faut faire attention parce qu'évidemment, les réseaux sociaux nous forcent quelque part à nous angliciser, quel que soit le sujet finalement, beaucoup. On est beaucoup plus achalandé de liens, d'histoires en anglais ou dont le contenu est anglais parce qu'aussi, ceux qui émettent ce contenu veulent souvent pouvoir aider des influenceurs à une bien plus grande audience. Donc, je ne dirais pas que la qualité est différente, simplement le vivier facile à disposition est plus grand probablement, ça c'est clair. Ce n'est pas très difficile de l'imaginer. Par contre, de dire que la qualité, il y a un biais probablement de sélection par rapport à la masse qu'on a déjà en anglais. C'est un domaine dans lequel on peut trouver énormément d'outils, de lecture, de données aussi de marché, qui étaient auparavant beaucoup plus restreintes. Et donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, le grand problème dans le passé lointain de la finance, c'est que beaucoup de données, beaucoup d'accès étaient vraiment des accès privilégiés que accessibles à des professionnels. Aujourd'hui, on a des accès souvent freemium, des accès aussi où on vous dit les données sont décalées de un quart d'heure, 20 minutes, mais in fine, à moins qu'on soit un trader à haute fréquence, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, on peut effectivement avoir beaucoup plus accès à de nombreuses ressources. Maintenant, au niveau formation-éducation, il faut essayer d'une manière ou d'une autre de garder un œil critique sur ce qu'on entend. Évidemment que si on a quelqu'un qui nous aide, ça peut être aussi un des buts de Tracker, c'est d'un peu aider à repérer des contenus qui soient un tout petit peu revus par des professionnels, des académiciens qui disent tiens, ben ça c'est des contenus qui ne risquent pas effectivement d'être trop unilatéraux. Alors, dernière question, comment un jeune peut cultiver sa curiosité quand il investit en bourse? La finance fait parfois peur parce qu'il y a comme une couche d'abstraction pour les gens qui n'y sont pas dedans. Mais d'un autre côté, effectivement, ça mérite d'être très dédramatisé parce qu'in fine, il s'agit simplement de l'expression de quelque chose. Et donc, je pense que derrière tout investissement, il y a une histoire. Il y a une histoire qui fait qu'on investit dans telle valeur, dans tel indice, dans telles idées. On se pose des questions sur finalement que fait telle société. Donc je pense que celui qui veut être curieux, il y a beaucoup à apprendre, mais il y a beaucoup à se mettre sous la dent parce qu'en regardant justement des sociétés avec la raison d'examiner des sociétés dans lesquelles on voudrait investir dans un portefeuille, on finit par s'interroger sur ce qu'ils font, comment ils le font, et on cultive son œil critique au fait. Mais parce qu'il y a une histoire. Et donc c'est pour ça que ce qui est très dangereux, c'est d'investir dans des valeurs en bourse, qu'elles soient des valeurs sur des portefeuilles plus globaux ou des valeurs individuelles. Simplement parce qu'on vous a dit, on a eu comme message, mais ça monte, donc il faut investir. On l'a un petit peu avec les cryptocurrencies pour le moment. Comme disait un économiste d'une grande banque, rien que le fait qu'on vous dise qu'on investit parce que ça monte est déjà suspicieux en soi. Tandis que c'est parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'autre histoire à vraiment raconter. Dès le moment où il y aura une histoire à raconter derrière certaines valeurs, qu'elles deviennent un numéraire, qu'elles prennent une certaine importance, qu'elles représentent comme une action représente une part d'une société quand même. Donc quand on n'achète pas uniquement quelque chose qui monte et qui descend, on achète une part de société.
société qui a un historique, qui a une activité, des sociétés qui se posent beaucoup de questions par rapport, pour les bonnes, qui se posent pas mal de questions par rapport à leur rôle dans les enjeux et les défis actuels. Et donc, de fil en aiguille, on peut apprendre de chouettes histoires, en fait, sur ce que font les sociétés. Présent en bourse depuis 2017, Kyle a immédiatement été attiré par le marché des actions. Préférant investir dans des sociétés qu'il connaissait, ses premiers choix se sont naturellement dirigés vers les valeurs technologiques logées sur le Nasdaq américain. Avec le temps, notre invité de la semaine a petit à petit agrémenté son portefeuille d'autres produits que les actions. C'est l'heure de voir ce que Kyle a dans le coffre avec notre traditionnel scan du portefeuille, un portefeuille en pleine rotation qui, à en croire Kyle, va donner davantage de place à des produits très populaires chez les jeunes investisseurs et de nombreuses fois évoqués dans nos podcasts et sur le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho. Pourquoi est-ce que tu es plus investi en actions ? En fait, c'est parce que ça m'est tombé dessus. Ça a été, on va dire, avec l'évolution des connaissances que j'ai acquises. J'ai commencé à m'intéresser à la finance et donc la première information que j'ai eue, c'était les actions. Après, de par mon parcours, j'ai eu encore une fois beaucoup de chance. C'est que j'ai fini dans un cercle étudiant sans faire exprès en finance qui m'a permis d'avoir accès, on va dire, à BlackRock, Candriam, Euronext et d'autres grandes institutions financières où j'ai été introduit aux ETF. C'était en néerlandais, je comprenais rien, mais j'ai tout noté sur un papier. J'ai tout relu par après. Donc en fait, d'abord, j'ai appris les actions. Donc j'ai pu investir dans ce que je connaissais. Puis j'ai été apporté avec les ETF. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal ça quand même, les ETF, c'est cool. Ça veut dire que quand je sais pas dans quoi investir, je peux investir dans les ETF. Puis après, j'ai eu un peu plus de sous. Je me suis dit, mais les petites cryptos, notamment durant Covid, je me suis dit, il y a des petites cryptos intéressantes. Donc là, j'ai investi dans les cryptos. Et aussi dans la même année, j'ai aussi investi dans les matières premières, notamment l'or, que je trouvais assez intéressant parce que j'ai pu voir la hausse de l'or pendant l'instabilité financière qu'on a eue suite au Covid. Et en fait, ce portefeuille, on va dire, s'est créé au fur et à mesure que mes connaissances se sont développées. Donc c'est pour ça là, ton portefeuille, il est à majorité pondéré en actions. Idéalement, tu aimerais que dans les années qui viennent, cette pondération soit moins importante. Exact. Et que ce soit peut-être plus en ETF alors. ETF ou des actions à dividendes. Parce qu'encore une fois, on est principalement dans de la tech, mais là, ça fait 2 ans que je m'intéresse du coup aux dividendes. Donc, en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps que le but, encore une fois, via le cours, le but des actions, à la base des bases, c'était que ça te paye. C'était rare d'acheter des actions qui ne te payent pas avant la bulle des 2000. À la base des bases, on achetait des actions parce que ça donnait un certain rendement. Et là, en fait, avec la bulle des 2000, on a eu plein de jeunes actions qui sont arrivées de nulle part. Et ils réinvestissent leurs chiffres dans l'évolution de l'entreprise. Et en fait, j'ai réalisé, je fais mince, Kyle, mais tu fais n'importe quoi, c'est pas ça. Là, ok, t'as fait des sous, mais non, le but, c'est de repart à la base. Tu dois investir dans des actions qui te payeront et qui vont plus ou moins permettre que à ta retraite, tu continues à percevoir ces revenus. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette grande différence entre les actions dont l'activité, typiquement à Bruxelles, on a un grand vendeur de bières. Et, l'argent qui est dans ces caisses vient des bières qu'il vend tous les jours de la semaine. C'est ça. Il y a des actions où en fait les bénéfices ils sont attendus bien plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et elles sont très sensibles, notamment au taux d'intérêt. Exact. Et donc, c'est là, encore une fois, où Ray Dalio rentre encore dedans. C'est, ok, mais pourquoi tu dois diviser ton cadran en 4 parties? Tu as le cadran qui est sensible au taux d'intérêt. Qu'est-ce qui peut te protéger par rapport à ça? Qu'est-ce qui peut te payer dans ce genre de choses? Mais donc, pour répondre à la question, principalement pour le moment, en effet, c'est la tech et c'est aux États-Unis que j'ai. Et c'est vrai, et hier, on parlait encore avec mes amis, on a envie d'investir en Belgique. On a vraiment envie d'investir dans les actions belges, mais il y a tellement pour le moment, il n'y a pas longtemps, on parlait du TOB. Ouais. C'est quoi ça? Même la TOB. La TOB, je dis. C'est la taxe sur les opérations de bourse. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça, la TOB? Ouais, mais il y a pas mal de contraintes en fait à investir ici quand même. C'est pas cool, c'est pas drôle. Mais voilà, j'ai envie d'investir dans des actions belges aussi, mais je me dis. Comment tu vas faire
ce rebalancement. La stratégie est différente. Ouais. C'est juste ça, vraiment avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on investit? Pourquoi est-ce que j'ai ce portefeuille ici même? Si mon pourquoi ici même, c'est d'être capable de me mettre en retraite, mes actions vont être différentes que si c'est pour acheter je sais pas, un bien immobilier, ou si c'est pour que si j'ai un enfant, qu'il aille à l'université. Ma stratégie va être complètement différente du pourquoi. Et toi, alors, ton pourquoi, c'est comment? Mon pourquoi, c'est la retraite. Mon pourquoi, c'est vraiment que, franchement, utopiquement, j'espère qu'avant mes 35 ans, max 40 ans, j'atteigne cette retraite. Je sais combien je me coûte. Pour info, il a 26 ans. Hein. J'ai 26 ans. Non, mais vraiment, j'ai calculé combien ce que je me coûtais par mois et je me suis dit, écoute, parce que le but, allez, on a tendance à se dire, mais j'ai envie d'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Et parfois, en fait, quand on calcule vraiment ce qu'on nous coûte, ce qu'on a envie de faire, en fait, peut-être c'est pas là-bas. C'est peut-être moins d'1 million que j'ai besoin, c'est un peu moins. On a eu dans notre série pas mal de personnes qui ont un profil FIRE. Ouais. Où ils nous ont expliqué vraiment comment ils calculaient l'argent qu'ils devaient travailler au moment où ils décideraient de plus travailler. Ouais. Et la conclusion était qu'on n'était pas sur des chiffres fous non plus. Ouais. Mais du coup, c'est ça, c'est que je réalise que en fait, mon objectif, il est largement atteignable. Je suis beaucoup plus chill. Et en vrai, le million, et c'est ça qui est très important, c'est pour ça que j'aime aussi les finances, c'est que ce sera pas pour moi, ça sera pour les autres. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai réalisé également dans la sphère de la finance et de l'investissement qu'il y a beaucoup d'argent. Allez, que j'ai pu voir et voir vraiment tangiblement. Je me coûte pas autant. J'ai pas besoin d'autant. Mais qu'est-ce que je peux faire afin que vraiment j'ai un impact, que cet argent soit redirigé dans des causes qui sont intéressantes? Parce qu'il y a le cliché par rapport aux traders ou par rapport aux investisseurs, c'est un peu, ça flambe, ça contribue à l'économie, on va dire ça comme ça. Mais ça contribue pas, on va dire, au développement de cette économie, quelque chose de tangible. Ouais. Quelle trace est-ce que j'ai envie de laisser? Est-ce que je peux avoir un impact par rapport à mes investissements? Et donc, d'après ce que tu m'as dit, la majorité de ce que tu gagnes sur les marchés, tu le réinvestis en bourse. Oui. Explique-nous comment ça marche, parce que tu as eu de belles performances. Tu nous as dit qu'entre 2020 et 2025, sur les actions et les ETF, tu es à plus de 200% de performances positives. Il y a eu beaucoup de chance. Il y a eu beaucoup de chance, beaucoup de bons positionnements aussi, dans le sens où j'ai investi. C'est une période haussière. Exactement. Donc, c'est comme en termes de trend, il y a plus de publicité sur le trading en tendance haussière que quand on a une tendance baissière. Et donc là, pour le coup, j'ai eu l'opportunité d'investir dans les bons moments. Et donc, j'ai juste continué à faire ce qui fonctionne. J'ai vu que ça fonctionnait, j'ai continué. Et c'est très simple. Je reçois mon salaire, j'ai mes charges à payer, j'ai ma famille, je fais le nécessaire. Je dépense pas beaucoup. Je mange moi-même. J'ai appris à cuisiner pendant le Covid, donc je continue à faire ceci. Et je sais que c'est bénéfique pour moi. Et donc, tu veux dire que tu as une faculté d'épargne assez importante. Ouais, mais pour être honnête, j'ai été lobotomisé en 2017, dans le sens où j'ai eu un vrai lavage de cerveau. Dès que j'ai commencé à m'intéresser à la finance, j'ai lu Père riche, Père pauvre, j'ai lu tous ces trucs-là. Et à 18 ans, donc. Oui, à mes 18 ans. Donc ça veut dire que j'arrive avec mon cerveau d'enfant. Pour moi, c'est la vérité. Donc je ne fais que ça. J'ai mon premier salaire, directement, je pense quoi? Je pense à la loi Pareto. Il faut que je mette 20%, Donc franchement, par rapport à ça, j'ai vraiment été quelqu'un qui écoutait pour moi, c'est la vérité, je le fais. Et j'ai eu de la chance. J'aurais pu aller dans un autre monde et un autre domaine et suivre totalement le mauvais chemin. Mais donc, encore une fois, là, c'est très simple. Je reçois mon salaire. J'ai déjà 10% qui a investi de mon salaire brut dans des actions technologiques directement. Ça, je sais. Ensuite, j'ai d'office 30 à 40% qui, elle, est directement retirée. Donc, je ne commence pas par payer mes factures. Je commence d'abord par retirer ce que j'ai envie d'investir. Et dans ce qui me reste pour payer des factures, je vois si je peux avoir un peu d'argent de poche, est-ce que je peux aller manger au resto ce mois-ci ou pas. Mais je sais qu'il y a au moins 30 à 40% qui sera d'office investi de mon salaire. Donc, tu as un œil très précis sur tes dépenses. Ouais. Tu sais faire un budget et tu as l'air de savoir t'y tenir.
C'était pas facile, hein. Parce qu'encore une fois, chaque mois, à mes débuts, c'était mince, là, t'as pas bien fait. Mais encore une fois, c'est pas grave. Autant que j'apprenne sur le chemin et que je fasse du mieux chaque mois après mois, que de me dire non, je vais être parfait. Ça fonctionne pas avec moi. Et je dois être honnête, ça ne marche pas avec moi. Mais je sais que avec le temps, ça fonctionne et c'est une belle petite courbe. Au final, c'est comme le trading. Donc, il y a des moments, je faisais des super économies et des moments, j'en faisais moins. Et c'est vraiment garder le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu économises? Tu économises par principe ou tu économises vraiment parce que tu as des réels objectifs? Mon objectif, c'est que je veux qu'à 40 ans, je puisse faire de la couture. Je sais pas si j'aime la couture, mais comment est-ce que je peux savoir si j'aime la couture si j'ai jamais pris le temps d'en faire? On viendra te chercher à tes 40 ans, fais gaffe. Et je vais dire. Ah voilà. Et alors, quand on te posait la question pour préparer l'interview de quelle sera ta stratégie dans les mois, les semaines qui viennent, tu nous as beaucoup parlé d'ETF et exclusivement même des ETF américains. Ouais. Pourquoi ce virage? Parce qu'encore une fois, pour le moment, c'est ce que je connais. Mais encore une fois, ça n'empêche pas que je puisse adapter mes connaissances, dans le sens où je suis encore en train de m'intéresser à la Belgique, au marché européen. Pour le moment, je connais les ETF américains, donc c'est ce que je fais, mais c'est vrai que j'ai envie d'investir en Europe. Maintenant, l'Europe, là, pour le moment, je regarde en mode, je veux apprendre, je veux vraiment cultiver. Je ne dis pas non, mais si je trouve des informations qui sont intéressantes, en vrai, je pourrais essayer d'investir dans un ETF sur la Belgique, peut-être le Belvin, ce sera intéressant. Je vais essayer. Donc pour toi, maintenant, c'est les investissements que tu veux faire sur le marché. Le premier réflexe, c'est de voir quelle est l'offre en ETF. Exact. Généralement, c'est... Le stock picking et tout ça, ça te parle plus trop. Non. Vous l'attendiez avec impatience? Eh bien, c'est l'heure de la question au tracker de l'écho. Chaque semaine, nous proposons à nos invités de vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre en rejoignant notre groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook ou en nous écrivant à l'adresse podcast@leco.be. On écoute la question de Kyle. Mon ressenti par rapport au marché financier, c'est qu'à plusieurs reprises dans ma quête de connaissances concernant l'investissement, j'ai été amené à discuter avec pas mal de personnes, pas mal d'experts, pas mal de personnes qui, selon moi, étaient très calées dans le domaine. Et de par leurs réponses, j'ai vraiment ressenti, on va dire, un manque de profondeur, un manque de nuances. Donc la question que j'ai envie de poser au tracker, est-ce que clairement, en fait, vous savez ce que vous faites? Est-ce qu'on n'est pas tous au final, en fait, en train d'essayer et de faire de son mieux par rapport aux investissements qu'on place? Envie de répondre à Kyle ou d'entrer en contact avec nous? Écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be ou venez faire un tour dans notre magnifique groupe Les Traqueurs de l'écho où plus de 5000 investisseurs discutent tous les jours des marchés. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast de l'écho qui rencontre chaque semaine celles et ceux qui investissent en bourse. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.